Donc, bonjour chers apprenants, c'est Monsieur Wan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de 4 vidéos. Donc, une série de 4 vidéos qui va se porter sur la présentation, une présentation sur la conception des bases de données. Donc, la première vidéo, on va voir les notions d'analyse et de conception, surtout la méthode Mérise et la méthode et le langage UML. Dans une vidéo 2, on va faire la modélisation, la conception d'une base de données, les concepts de conception d'une base de données, en utilisant surtout le modèle conceptuel de données. En dernier lieu, on va faire le modèle logique de données, et enfin, on va corriger un TD. Donc, sans plus tarder, on commence par la première vidéo. Donc, on va commencer par la notion d'analyse et de conception. Mais avant de parler de la notion d'analyse et de conception, je vais parler d'un cycle de vie d'un logiciel. Ça veut dire que les différentes phases qui permettent de concevoir un logiciel. Maintenant, les différentes phases commencent toujours par le besoin. Pour pouvoir concevoir un logiciel, on doit toujours commencer par l'expression du besoin. Cette expression du besoin peut être représentée par ce qu'on appelle un cahier de charges au niveau des méthodes en V ou méthodes en cascade, ou peut être représentée par ce qu'on appelle le backlog au niveau des méthodes agiles. Et dans cette expression des besoins, c'est là où le client va dire concrètement ce dont il a besoin dans le logiciel. Et ce dont il a besoin peut se traduire en termes de quoi? En termes d'exigences fonctionnelles. Ça peut être des contraintes de gestion et ça peut être des contraintes de gestion, des contraintes et des limites. Dans le besoin, dans l'expression du besoin. Une fois qu'on a cerné ce besoin, maintenant ce besoin doit être analysé et conçu. Donc plus tard, je vais revenir, c'est quoi la notion d'analyse et de conception. Donc d'analyser et d'être conçu. Après, une fois qu'on a analysé, on a conçu le besoin, maintenant il faut le réaliser. Et lors de la réalisation, c'est là où on va faire appel à l'algorithmique, c'est là où on va faire appel au langage de programmation. Maintenant, une fois qu'on a réalisé et on a réalisé le besoin, ce qui reste maintenant, c'est la mise en œuvre, ce qu'on appelle généralement le déploiement. C'est là où on prend l'application qui a été développée dans la phase de réalisation et de le déployer chez le client. Maintenant, une fois qu'on a déployé l'application chez le client, maintenant, on peut faire ce qu'on appelle de la maintenance. Et maintenant, dans notre domaine, généralement, il y a deux types de maintenance. Il y a une maintenance corrective qui dit quoi? Vous déployez votre application dans les premières semaines, les utilisateurs vont l'utiliser et vous allez venir pour corriger certains bugs ou généralement aussi si vous avez oublié ou omis d'implémenter certaines contraintes fonctionnelles. Deuxième type de maintenance, on a ce qu'on appelle la maintenance évolutive. La maintenance évolutive, c'est quoi? Ça veut dire que la technologie avance et vos systèmes d'application, vos applications doivent pouvoir suivre cette évolution, doivent s'adapter par rapport à cette évolution technologique. Je donne un exemple. Supposons que vous développez un site web, et vous ne prenez pas en charge tous les périphériques. Vous ne gérez que les desktops. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'un site est ouvert sur différents supports. Donc, au départ, toi, tu ne prends en charge que les machines, les laptops et les desktops. Mais on peut vous appeler pour vous dire il faut faire une évolution technologique. Il faut que votre site s'adapte maintenant sur vos supports. Et maintenant, vous allez prendre votre site et vous allez y ajouter la notion de responsivité. On dit que vous avez fait quoi? Vous avez fait une évolution technologique. Donc, vous avez fait une maintenance évolutive. Donc, si je résume, les phases de concept, les cycles de vie d'un logiciel commencent par quoi? Par l'analyse, par l'expression du besoin, l'analyse et la conception, la réalisation du besoin et le déploiement du besoin et la maintenance. Maintenant, nous, on va commencer par ce qu'on appelle l'analyse. On a déjà fait la phase d'expression de besoin parce qu'on a vu ensemble avec les méthodes agiles comment on dégage le backlog, comment on représente le besoin par des user stories. Maintenant, ce besoin-là, une fois qu'on a, maintenant il faut l'analyser et le concevoir. Maintenant, c'est quoi l'analyse et la conception? L'analyse, on fait l'appel à l'analyse quand on a un problème. Parce que quand on dit que quand on a un problème, il y a deux possibilités. Soit vous raisonnez par l'intuition. Ça veut dire que du tic au tac, vous trouvez une solution. Mais cette solution-là, elle n'est pas évolutive dans le temps. Elle peut servir à un moment, mais elle n'est pas évolutive dans le temps.
Maintenant, il y a une deuxième approche qui dit quoi? La notion d'analyse. La notion d'analyse, c'est quoi? C'est-à-dire que d'avoir un problème et de trouver des solutions, un ensemble de solutions qui sont logiques et qui vont permettre d'aboutir à des résultats logiquement corrects. Et quand je dis que ça aboutit à un résultat logiquement correct, ça veut dire que c'est pas basé sur un cas bien précis, mais c'est basé sur un ensemble de cas qui respectent votre logique de conception. Donc l'analyse, elle est beaucoup plus globale, elle est beaucoup plus générale que l'intuition. Et c'est ça qu'on appelle l'analyse. Donc l'analyse, c'est un ensemble de procédés logiques qui permettent d'aboutir à un résultat logiquement correct. Et c'est ce qui est généralement utilisé en mathématiques et en physique, surtout au niveau de la science. Maintenant, même dans cette analyse-là, on a deux grandes parties. On a ce qu'on appelle l'analyse cartésienne, on a ce qu'on appelle l'analyse globale ou systémique. L'analyse globale ou systémique. L'analyse cartésienne, c'est quoi? C'est les approches qui diffèrent. L'analyse cartésienne dit quoi? Quand vous avez un problème, vous le subdivisez en des problèmes de moindre complexité, dont la résolution de ces sous-problèmes, après résolution de ces sous-problèmes, on va faire la recombinaison de ces résultats pour obtenir la solution globale. La solution globale. Je donne un exemple. On vous donne la possibilité de mesurer une distance de 10 mètres, alors que vous n'avez à votre disposition que une règle de 1 mètre. Donc vous allez utiliser l'analyse cartésienne, la décomposition. Ça veut dire quoi? Vous allez subdiviser les 10 mètres en des mesures de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et après, vous allez faire la somme. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est cette subdivision peut amener des erreurs. Cette subdivision en des sous-parties peut amener des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un problème, vous le subdivisez en des problèmes de moindre complexité, vous résolvez ces problèmes de moindre complexité, la recomposition de ces solutions-là ne donne pas forcément la solution au problème global. Et en informatique, on n'a pas le droit de proposer des solutions qui ont des incertitudes. En informatique ou en développement, quand on propose une solution, on gère tous les cas de possibilité. Je donne un exemple très simple. En programmation, on fait un if et on fait un else. Ça veut dire qu'on gère tous les cas de possibilité. Le if va gérer une condition vraie, alors que le else va gérer tous les cas de possibilité. Ça veut dire que donc nous, en informatique ou en développement, on ne peut pas se baser sur l'analyse cartésienne, qui peut avoir des incertitudes parce qu'il prend le système, il le subdivise en des problèmes de moindre complexité. Et après, il résout ces problèmes de moindre complexité pour faire une recombinaison de quoi? Une recomposition des solutions. Donc, cette approche n'est pas généralement utilisée en informatique, mais c'est très utilisé dans le domaine des sciences. Dans le domaine des sciences, cette approche est très utilisée. Maintenant, à part cette notion d'analyse cartésienne, on a ce qu'on appelle l'analyse globale ou systémique. Et l'analyse globale ou systémique se base sur la notion de modèle, sur des modèles de résolution. Ça veut dire qu'il y a des modèles de résolution qui ont été dégagés et vous allez prendre votre solution et vous allez le projeter sur ces modèles. Et maintenant, vous allez essayer de faire exécuter ce modèle, de faire réagir ce modèle pour vérifier est-ce que ce qu'on vous demande, ce modèle permet de le servir. Donc, ça veut dire que l'analyse, elle est plus globale et elle ne se fait pas par portion, par une décomposition, mais elle permet de faire une étude dans sa globalité. On prend le système et on le projette sur des modèles. Et à partir de ces modèles maintenant, à partir des tests qu'on va faire, une simulation, à partir des simulations qu'on va faire sur ces modèles, on va voir est-ce que le système qu'on est en train d'analyser et de concevoir, qu'on appelle d'analyser et de concevoir, répond aux exigences du besoin. Et maintenant, en informatique, on utilise l'approche systémique ou globale. Maintenant, cette approche systémique ou globale on peut le subdiviser en différentes approches aussi. Cette analyse systémique ou globale, on peut le subdiviser en différentes approches. Il y a deux approches qui sont prédominantes, ce qu'on appelle l'approche de la décomposition fonctionnelle et l'approche orientée objet. L'approche de la décomposition fonctionnelle et l'approche orientée objet. Je commence par l'approche de la décomposition fonctionnelle.
L'approche de la décomposition fonctionnelle dit quoi? Dit que quand vous faites une étude, une analyse en utilisant une analyse globale, en utilisant l'approche de la décomposition fonctionnelle, vous allez étudier votre système d'information en subdivisant les données et les traitements. Ça veut dire que quand j'étudie le système, je sépare l'étude des données, je sépare l'étude des traitements. Je sépare l'étude des données et je sépare l'étude des traitements. Maintenant, c'est quoi une donnée? Une donnée est une information qui est manipulée par votre système. C'est quoi un traitement? Un traitement est une action faite sur les données. Un traitement est une action faite sur les données. Un traitement est une action faite sur les données. Je donne un exemple. Dans votre projet de quiz, vous avez manipulé comme données quoi? Des joueurs. Vous avez manipulé comme données des joueurs. Vous avez manipulé des données des questions. Vous avez manipulé comme données des réponses. Des réponses. Mais en termes de traitement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des traitements de connexion. Vous avez fait des traitements d'inscription. Vous avez fait des traitements de création de questions. Des traitements de lister les questions, de lister les joueurs. Donc ça, c'est des traitements. Et maintenant, l'analyse, l'approche analyse de la décomposition fonctionnelle dit quoi? Quand vous étudiez le système, vous faites la distinction des données et des traitements. Et Merise prend ses souches dans l'approche de la décomposition fonctionnelle. Donc Merise est une méthode d'analyse et de conception qui prend ses souches dans l'approche de la décomposition fonctionnelle. Et je répète, l'approche de la décomposition fonctionnelle, c'est le fait que quand vous étudiez le système, vous faites la distinction entre les données et les traitements. Quel est l'avantage de cette méthode? L'avantage de la méthode, développer un logiciel avec l'approche de la décomposition fonctionnelle est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? C'est la maintenance et l'évolution. Maintenance et l'évolution. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Maintenance et l'évolution. Quand je vais faire un cours d'UML, je vais plus rentrer sur ces détails-là. Maintenant, l'approche orientée objet, maintenant, lui, il dit quoi? La deuxième approche, il dit quoi? Non. Quand on étudie un système, on ne doit pas distinguer les données et les traitements. Et l'approche orientée objet se base sur la notion d'une structure commune qu'on appelle la notion de classe. Et dans la classe, on a à la fois les données et les traitements. On a à la fois les données et les traitements. Et UML est une méthode qui prend ses souches dans l'approche orientée objet. Maintenant, nous, dans cette phase de conception base de données, on va surtout s'appesantir sur Merise. Et maintenant, Merise, j'ai dit que c'est une méthode d'analyse et de conception d'un système d'information utilisant quelle approche? L'approche de la décomposition fonctionnelle. Donc, sur Merise, on aura quoi? On aura des modèles qui vont spécifiquement traiter les traitements. On aura des modèles qui vont spécifiquement se baser sur les données. Maintenant, nous, les modèles qui nous intéressent, ce sont les modèles qui vont se baser sur les données. Parce que nous, c'est ces modèles qui se basent sur les données qui vont permettre de produire la base de données. Et parmi ces modèles, on a deux grands modèles. Même s'il y en a trois. Mais on a deux grands modèles. On a le modèle conception de données et on a le modèle logique de données. Le modèle conceptuel de données permet de répondre à la question de quoi, la question du quoi en termes de données. Ça permet de recenser l'ensemble des données dont vous allez manipuler dans votre système et de les structurer et de les mettre en relation. Le modèle logique de données, c'est un modèle organisationnel. C'est lui qui va dire le modèle conceptuel de données, comment on va le traduire pour qu'il puisse être implémenté dans une base de données. Donc, je dis, nous, on va, dans la prochaine vidéo, on va voir le modèle conceptuel de données. De Merise, qui est une méthode d'analyse et de conception qui prend ses approches dans ce qu'on appelle l'approche de la décomposition fonctionnelle. Donc, je m'arrête là pour cette première vidéo où j'ai fait le tour de la notion d'analyse et de conception, la notion de la méthode Merise, la notion de la méthode UML. Tout en sachant que quand on va arriver sur la partie conception et analyse d'un système, on va plus s'appesantir sur la méthode UML. Donc, je vous dis merci et on se revoit pour une nouvelle vidéo où on va parler du MCD.